Chez nous, ici, c'est la CEI qui donne les résultats provisoires et c'est le Conseil constitutionnel qui déclare qui est vainqueur. Il s'est trouvé que dans notre cas, la communauté internationale a pris une résolution pour bombarder la résidence du président élu. Citoyens, citoyennes, bonjour. Le 11 avril 2011 est une date qui a marqué l'histoire politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes 13 ans après, car le jeudi dernier, c'était le 11 avril 2024. Et malheureusement, nous avons pu constater que cette date a été diversement célébrée. Pour les uns, c'était le triomphe de la démocratie. Pour les autres, c'était plutôt le déclin de la démocratie. Qu'en est-il exactement? Nous, en tant que société civile, par devoir de mémoire, nous avons la responsabilité d'informer et de former la nouvelle génération, plus particulièrement tous ceux qui sont nés après 1990, qui n'ont pas forcément suivi tout ce qui s'est passé, mais aussi rafraîchir la mémoire de ceux qui l'ont peut-être perdu. Voilà. Donc, nous allons vous relater l'histoire politique, l'histoire des crises en Côte d'Ivoire de 1993 à maintenant. Parce que ça a commencé en 1993. Que s'est-il passé en 1993? En 1993, le président Houphouët-Boigny est décédé officiellement le 7 décembre 1993. Après cela, nous avons vu une lutte pour sa succession. Et c'est le président Bédié qui a pris le dessus en appliquant l'article 11 de la Constitution qui lui permettait de remplacer le président Houphouët-Boigny en sa qualité de président de l'Assemblée nationale. Donc, après le décès du premier président de la République de Côte d'Ivoire, après les indépendances, notamment le président Félix Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié va ainsi achever le mandat du premier président, devenant ainsi le second président de la République de Côte d'Ivoire. En 1995, c'était l'année électorale qui a suivi 1993. Et en 1995, il y a eu ce qu'on a appelé le Front républicain. En fait, dans le code électoral qui existait à l'époque, le président, ou du moins le leader du Rassemblement des Républicains, Alassane Dramane Ouattara, était taxé d'être un citoyen burkinabé. Donc le code électoral l'excluait. Il a donc créé le Front républicain avec le président Laurent Gbagbo pour boycotter les élections de 1995. Et donc on a appelé ça le boycott actif. Et il faut dire que dans cette période, il y avait beaucoup de salive et d'encre qui coulaient sur le concept de l'ivoirité. Donc finalement, pendant que le RDR et le FPI avaient boycotté ces élections, c'est le président Francis Baudier, qui était alors président du PIT, qui s'est porté volontaire pour accompagner le président Bédié dans cette élection qui a été remportée par le président Bédié avec 96% des voix. Mais il faut dire que cette année électorale a été émaillée de beaucoup de troubles et de violences. Malheureusement, le président Bédié ne pourra pas achever ce mandat de 1995 parce que le 24 décembre 1999, il y a eu un coup d'État. Le premier coup d'État militaire en Côte d'Ivoire, conduit par le CNSP avec à sa tête le général Robert Guéhi, qui a été ainsi porté à la tête du pays. Donc, en 2000, c'était l'élection suivante. Et l'élection, à cette période électorale-là, le débat sur l'ivoirité a ressurgi encore. Mais le fait le plus marquant, c'était que la Cour suprême avait invalidé deux candidatures importantes, celle de Alassane Ouattara et du président Henri Konan Bédié. Donc, les deux se sont alliés pour boycotter les élections de 2000, qui se sont quand même tenues dans un contexte assez difficile et elles se sont soldées
par la victoire le 25 octobre 2000, par la victoire du président Laurent Gbagbo, qui devint ainsi le 4e président de la République de Côte d'Ivoire. 2 ans après la prise de pouvoir du président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire a connu 8 ans de rébellion. En effet, le 19 septembre 2002, une attaque rebelle a été faite et elle a débouché sur la partition du pays en 2 blocs. Un bloc au nord dirigé par les forces rebelles avec le premier responsable Guillaume Soro et un bloc au sud dirigé par les forces armées républicaines dirigées évidemment par le président Laurent Gbagbo. Et suite à plusieurs tractations, des médiations internationales, nous en sommes arrivés finalement en 2010 à l'organisation d'élections. Parce qu'en principe, les élections devaient être organisées en 2005. Mais compte tenu de toutes ces difficultés et de toutes les négociations, c'est finalement en 2010 que les élections ont eu lieu, mais sans que le désarmement n'ait été effectif. C'est un point important à préciser. Finalement, la candidature du président Alassane Ouattara a été autorisée par le président Laurent Gbagbo en utilisant l'article 48 de la Constitution. Donc, le premier tour des élections a eu lieu en octobre 2010 et le second tour qui a opposé le président Laurent Gbagbo au président du RDR Alassane Dramane Ouattara a eu lieu le 28 novembre 2010. À l'issue de ce second tour, la crise électorale a commencé au sein de la CEI, où chaque parti essayait de faire en sorte que ce soit son candidat qui soit proclamé vainqueur. Finalement, en dépassant les délais réglementaires, c'est le 3 décembre que, à la surprise générale, Feu Issouf Bakayoko, alors président de la CEI, est allé proclamer les résultats à l'hôtel du Golfe, qui était le QG du candidat Alassane Dramane Ouattara, en le proclamant vainqueur. En réaction à cette attitude anticonstitutionnelle, puisque d'abord il a proclamé les résultats en retard, ensuite il est allé le faire au QG d'un candidat, c'était pas normal. Donc le lendemain, 4 décembre, en réaction à cette attitude, le Conseil constitutionnel a proclamé le président Laurent Gbagbo vainqueur de ces élections. À partir de là, la crise électorale s'est intensifiée et la CEDEAO et l'ONU sont allés de concert prendre une résolution à l'ONU pour imposer leur candidat, qui est Alassane Dramane Ouattara. Et cette résolution-là a autorisé le bombardement de la résidence du président élu. Voilà. Parce que chez nous, ici, c'est la CEI qui donne les résultats provisoires et c'est le Conseil constitutionnel qui déclare qui est vainqueur. Donc, du 9 au 11 avril, avant même le 9 et le 11 avril, c'était la chienlit dans tout le pays. Tous les quartiers étaient assiégés. On peut même affirmer qu'il y avait une guerre civile. Mais ce n'est pas ça l'objet de notre propos. Donc, on poursuit. On poursuit en disant que du 9 au 11 avril, la résidence du président élu a été bombardée. Et cela a fait beaucoup de morts. Finalement, c'est le 11 avril 2011, je me souviens très bien, c'était un lundi, que le président Gbagbo a été arrêté et transféré à l'hôtel du Golfe. Il a été arrêté par les forces françaises avant d'être remis aux forces rebelles et conduit à l'hôtel du Golfe. Donc, à bien écouter ce qui s'est passé le 11 avril, il y a 3 questions qu'on doit se poser. Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que la démocratie? Pour qu'on puisse dire si c'était le triomphe de la démocratie ou le déclin de la démocratie.
La démocratie est définie couramment comme le pouvoir du peuple par le peuple. Et elle repose sur des principes. L'un des premiers principes de la démocratie représentative que nous appliquons chez nous ici en Côte d'Ivoire, c'est qu'on élit nos représentants. Ensuite, il y a le principe de l'égalité des citoyens. Il y a le principe du respect des libertés, mais il y a aussi le principe de la pluralité, la coexistence de plusieurs partis politiques. Et dans le contexte ivoirien, en dehors de la pluralité, de l'existence, de la coexistence de plusieurs partis politiques, les trois autres principes n'ont pas été respectés le 11 avril. Le 11 avril, là, il n'y a pas eu élection. Il y a eu bombardement pour imposer quelqu'un. Ça, c'est un. Le 11 avril, là, il n'y a pas eu respect des libertés. Parce que c'était un climat de guerre. Nous, on a sauté les cadavres pour aller à l'église ou pour aller au marché. Nos quartiers ont été pillés. On était dans un climat de guerre. Donc, il n'y avait pas de principe démocratique qui était respecté. Dans les climats de guerre, là, c'est les droits qui sont bafoués. Tous les droits qui sont bafoués. Donc là, où est la démocratie pour qu'elle puisse triompher? Donc vraiment, jeunes frères, comme je m'adresse à mes cadets, il est important qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi, n'importe comment. Nous sommes des contemporains de toutes ces crises ivoiriennes. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a raconté. On a vécu ça. Maintenant, ceux qui ont perdu la mémoire, là, vraiment, il faut qu'on leur rafraîchisse cette mémoire. On ne saurait parler de triomphe de démocratie dans un contexte qui est contraire à la démocratie. Un contexte où le Conseil constitutionnel proclame un candidat vainqueur et où la communauté internationale, par ingérence, vient imposer violemment un autre candidat. Là, où est le triomphe de la démocratie? C'est au contraire le déclin de la démocratie. C'est la prévalence de la force sur la loi. C'est la prévalence de la force sur la Constitution. Il est important de préciser que lorsque cette crise électorale a éclaté, le président Laurent Gbagbo a proposé le recomptage des voix. Et c'est ce qui aurait été logique si on restait dans l'esprit démocratique. Soit on recompte les voix, soit on reprend les élections. Mais la reprise des élections allait être coûteuse, alors qu'on était déjà dans un contexte de crise. Et ça, la communauté internationale n'a pas accepté cela. Donc si on veut bien fouiller là, c'est elle-même qui est responsable des 3000 morts. Parce que si on avait recompté les voix, on aurait eu le point et celui qui aurait perdu aurait laissé tomber. Mais ils n'ont pas voulu de ce recomptage. Ils n'ont pas voulu de ce recomptage. Et c'est ça qui nous a plongé dans cette crise électorale où on a eu 3000 morts. Donc vraiment, si vous êtes abonné au mensonge, si vous êtes abonné à la mauvaise foi, ne faites pas injure à ceux qui sont morts dans cette crise, ne faites pas injure à nous qui avons vécu les faits. Donc c'est pas vous qui allez nous raconter ce qui s'est passé. Depuis là même, le mot est petit. C'est la disparition totale de la démocratie. La preuve, jusqu'aujourd'hui, on n'est pas en démocratie. Les faits sont là, mais ce n'est pas le sujet du jour. C'est de dire qu'à partir de tout ce qui a été raconté, on ne saurait parler de triomphe de la démocratie si ce n'est se moquer de tous ceux qui ont souffert dans cette crise et de toutes les victimes de cette crise. Après cette malheureuse crise qui a fait officiellement 3000 morts, parce que nous savons très bien qu'il y a eu plus de 3000 morts, qui a fait officiellement 3000 morts le 29 novembre 2011, le président Gbagbo a été transféré à la CPI après des mois passés en détention à Kourougou. Voilà. Ensuite, il y a eu l'élection de 2015. Une élection sans enjeu, mais qui a été boycottée par l'opposition significative. Et là, c'est le président Pascal Affi-N'Guessan qui a eu le courage d'aller accompagner Ouattara à cette élection. Voilà. Vous remarquerez que toutes les élections boycottées par l'opposition, il y a toujours quelqu'un
qui vient trahir l'opposition. En 1995, c'est feu le président Vaudier qui a accompagné le président Bédié. En 2015, c'est le président Assi qui a accompagné le président Ouattara. En 2020, c'est Kakabe qui a accompagné le président Ouattara. Et c'est toujours comme ça, malheureusement. Dans tous les cas, c'est pas ça l'objet de notre propos. On est en train de relater les différentes crises électorales que nous avons eues. Donc, nous arrivons en 2020. En 2020, en mars 2020, plus précisément, le président Ouattara a fait un discours à Yamoussoukro devant le Congrès pour dire qu'il ne se présenterait pas pour un troisième mandat, mais qu'il allait choisir quelqu'un de la nouvelle génération. Séquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Après ce discours, en mars 2020, dans le même mois de mars, il y a eu une modification de la Constitution et il y a eu une modification du Code électoral. Alors que, selon les textes internationaux, notamment le protocole sur la démocratie de la CEDEAO, il est interdit de modifier les textes 6 mois avant les élections. Comptez avec moi, de mars à octobre, là, ça fait exactement 6 mois. Donc déjà même, cette modification du code électoral n'était pas conventionnelle. Voilà. Et donc c'est ainsi que le 2 juillet 2020, le président, le premier ministre Amadou Bon Coulibaly est revenu de ses soins de l'Europe. Et il est arrivé le 2, malheureusement il est décédé le 8 juillet. Et quand il est décédé le 8 juillet, il y a eu des gens qui sont venus demander au président Ouattara de se présenter. Comme si au RHDP, en dehors de lui, il n'y avait personne qui avait les compétences pour remplacer Amadou Gon. En plus, dans la nouvelle constitution, il y avait un poste de vice-président qui était prévu. Donc en principe, quand vous prenez un candidat, vous devriez avoir à l'esprit qui serait le vice-président. De ce que remplacer quelqu'un qui disparaît, malheureusement, ça ne devait pas être un problème. Mais ils ont donné la preuve qu'en réalité, ils n'avaient pas l'intention de véritablement céder la place. Et donc, le prétexte qui a été utilisé, c'était que la Constitution ayant été modifiée, on entrait dans une nouvelle république et que le président Ouattara avait donc le droit de se présenter. C'est comme ça qu'il a fait son troisième mandat. Mais là encore, ça a été sur le sang des Ivoiriens. Parce que nous, en août 2020, nous avons lancé une contestation à partir du 13 août pour contester ce troisième mandat. Et on a été arrêté. Après nous, l'opposition a lancé en octobre 2020 la désobéissance civile. Là aussi, il y a eu des violences. C'est là qu'on a eu le cas de Kofi Toussaint qui a été égorgé et dont la tête a servi comme ballon de football. Finalement, le président Ouattara est passé sans surprise face à Kakabe. Officiellement, la crise de 2020 a donné 85 morts. Et ça, ce sont les chiffres officiels. Mais là, maintenant, nous nous acheminons vers 2025. Une élection qui aura beaucoup d'enjeux parce que là, on ne voit pas en vue de boycott. Comme vous l'avez constaté, le RDR et le FPI ont boycotté en 1995. Le RDR et le PDCI ont boycotté en 2000. Donc, le RDR était de tous les boycotts. Ensuite, en 2020, on a eu beaucoup de violence. Beaucoup de candidats ont été éliminés arbitrairement pour que ce soit facile pour le président sortant. Là, maintenant, en 2025, là, personne ne va boycotter. Et toutes les grosses têtes sont en train de se préparer. Ça veut dire que on revient au contexte de 2010, où le président Gbagbo est candidat, où le président Ouattara sera certainement candidat, où beaucoup d'autres ont des velléités qui ont leur audience au niveau du peuple, dans un contexte où le système électoral n'est pas fiable.
Dans ces conditions, la responsabilité de tous les acteurs politiques est engagée, plus particulièrement celle du parti au pouvoir. Si vouloir des élections apaisées n'est pas un discours hypocrite, alors le parti au pouvoir devrait au plus tôt engager un dialogue politique sur toutes les sources de conflits liés au système électoral, afin de permettre que tous les problèmes soient réglés avant d'aller aux élections. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme on vous l'a raconté là, en 2010, le président Gbagbo a pris l'article 48 pour que le président Ouattara soit candidat. Pourquoi en 2025 là, lui, il ne peut pas lui rendre l'appareil? Ce serait plus simple. Ce serait plus simple. Comme je le dis toujours là, c'est à nous le peuple de choisir qui on veut. Quand on fait des candidatures là, on ne devrait pas en faire un problème. On ne devrait même pas permettre d'exclusion. Si on veut vraiment la paix, parce que c'est le contexte de 2010 là qui est en train de se reconstituer. Et c'est là qu'il y a eu la crise la plus meurtrière. Mais si le parti au pouvoir est responsable et veut vraiment la paix, il doit permettre que tous ceux qui désirent être candidats se présentent. Et donc mettre sur la liste électorale tout le monde. C'est ça là qui va nous emmener vers des élections apaisées. La deuxième chose, c'est le langage. Il faut que toutes les parties aient un langage de paix, un langage de conciliation, pour qu'on ne crée pas de violence dans l'esprit des militants. La troisième chose à faire, c'est de libérer tous les prisonniers politiques. Nous sommes des contemporains de cette crise-là. Et puis, il y a un camp qui a été persécuté, il y a un camp qui a été jugé. L'autre camp, là, il n'a rien eu. Donc, la moindre des choses, c'est de libérer tous les prisonniers politiques pour décrisper l'atmosphère. La quatrième chose, c'est de contrôler le langage. Contrôler le langage. Il faut un langage apaisé. Et puis, il faut sortir des mensonges. C'est vos mensonges-là qui nous ont obligés à parler aujourd'hui pour situer les choses. Il faut qu'on reste dans la vérité et qu'on ait un esprit constructif pour aller réellement à des élections transparentes et apaisées. C'est ça là qui va envoyer la réconciliation vraie. Donc vraiment, on veut en appeler à la responsabilité du parti au pouvoir, mais aussi à la responsabilité de l'opposition. Il faut que nous nous donnions tous la main pour créer un climat pour des élections apaisées. Donc, à nos jeunes frères et aux amnésiques, c'était ce que nous avions à dire sur l'histoire des crises politiques en Côte d'Ivoire. À bientôt pour un prochain focus.